Voilà, on va commencer maintenant un nouveau chapitre sur les matrices. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des applications linéaires, hein, c'est l'algèbre linéaire, hein, c'est de travailler sur des applications linéaires. On a mis du temps avant d'attaquer les matrices. Ça me paraît salutaire parce que bon, ça vient contrer un petit peu la tendance qu'ont pas mal de gens de tout de suite passer à la matrice, de tout de suite passer à l'outil de calcul. Et ça fait quand même pas de mal de travailler sur l'application linéaire en elle-même pendant un certain temps pour montrer déjà qu'on est capable de se passer pour pas mal de résultats fondamentaux de l'outil de calcul. De la même manière que ça fait du bien de se passer d'écran, que ce soit d'ordinateur ou de télévision, pendant un certain temps et être dans la vraie vie. Mais ici, vous êtes bien, tout se passe bien. Euh, donc là maintenant, ça y est, on va attaquer les matrices et on va partir de EF de K espace vectoriel de dimension finie et on va regarder ce qu'on appelle les matrices à coefficient dans K, hein, d'accord, dans le corps, hein, et il y aura M lignes, M à gauche c'est les lignes, et N colonnes, et on place des éléments. En fait, c'est juste des modules de rangement, hein, c'est Ikea, hein, c'est ça, c'est les matrices, c'est juste des meubles d'apothicaire. Et bon, on a cet objet petit f qui est une application linéaire dans f, mais maintenant on va mettre une base dans tout ça. D'abord une base sur E, ensuite une base sur f. On va supposer que E est de dimension n et f est de dimension m. Alphabétiquement, ben, c'est pas génial, mais bon, voilà, on va. Le tout, c'est de savoir qu'ici, c'est les lignes, ici, c'est les colonnes, et qu'en fait, les colonnes, ça va correspondre à l'espace de départ, et les lignes à l'espace d'arrivée. Voilà. Maintenant, on sait, un théorème fondamental de l'algèbre linéaire, que petit f va être entièrement déterminé par l'image d'une base fixée de E. Cette base fixée, ça y est, c'est fait. Et on va écrire f de EJ égale somme forcément de I égale 1 à M de AIJ de FI. Alors faites attention au I qui est ici, d'accord. Et maintenant, vous avez donc ça pour tout J de 1 à N, d'accord. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on sait, hein, euh, qu'on a fixé ces deux bases, et ben pour avoir un renseignement sur f, pour avoir une caractérisation, hein, de f, il suffit d'avoir les AIJ, hein, d'après le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Donc, on va se servir de ces meubles là qu'on vient de se procurer pour y mettre ces AIJ. Ils sont parfaits puisque ces meubles, c'est un rectangle, hein, et on va les mettre dans ce sens-là. Alors là, il y a évidemment une convention euh, de, de, de lignes, de qu'est-ce qu'on met en ligne et qu'est-ce qu'on met en colonne. Alors, en gros, ce dont on se souviendra, c'est que l'espace, quand on a une matrice, l'espace de départ, on le voit ici, c'est la base ici de l'espace de départ, d'accord, qu'on a fixé. Et on va regarder l'image de la base et on le regarde en colonne, puisqu'on fait dérouler les lignes, hein, petit i. D'accord. Voilà. Et on a bien un objet que l'on écrit, bah voilà, ça c'est AIJ. Si on a besoin de préciser, on précise que I compris entre 1 et M et J compris entre 1 et N. Et on a ce qu'on appelle une matrice. Voilà. Hein. On écrit mat de F, donc la matrice de F, dans la base E pour la base de départ. Donc je mets la base de départ à droite et la base d'arrivée à gauche. Donc ça, c'est important puisque de toute façon, il faut mettre les bases puisque c'est la matrice dans une base, même dans deux bases.
Et selon les ouvrages, on va avoir E à gauche, F à droite, ou E à droite, F à gauche. Ça, c'est vous qui voyez dans les livres. L'avantage ici, ça va être pour avoir une relation de châle quand on va regarder la loi rond. C'est quand même toujours agréable d'avoir une relation de châle plutôt qu'une relation de châle inversée. C'est l'unique avantage, l'unique convention. Alors maintenant, quelques exemples. D'accord, donc bon, évidemment, si f c'est l'application nulle qui envoie tout élément de E vers 0 de f, bon, bah, vous vous doutez qu'ici vous allez avoir des zéros partout, donc vous allez avoir une matrice rectangulaire avec des zéros partout, la matrice qu'on appelle la matrice nulle. Bon, évidemment. Si maintenant on va de E dans E et qu'on munit le premier E de la base petit e, on n'est pas obligé, hein, a priori, et le deuxième E de la base petit e aussi, hein, c'est un truc, on n'est pas obligé hein, de prendre la même base, alors la matrice, ça va être une matrice assez spéciale. D'abord, comme on va de E dans E, on va avoir une matrice carrée. Et ensuite, pas n'importe quelle matrice carrée, parce que c'est l'identité. Donc, EI, ben, F de EI, ben, comme c'est l'identité de EI, c'est donc EI. Et EI, ça veut dire que F de EI, ici, on va avoir un 1 au moment de EI et des 0 ailleurs. Donc ici, quand on va regarder EI, F de EI en colonne, ben, on va avoir des 0 partout et un 1 pile à la IM ligne ici. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Alors, cette matrice identité, évidemment, elle joue un rôle important puisque c'est un élément neutre pour la loi ronde, quelque sorte. Et donc, l'application ici, linéaire identité étant importante, la matrice identité va être importante aussi. Et il faut bien photographier cette matrice-là avec des 1, 1 comme ça. D'accord ? Et c'est amusant parce qu'on vient de voir que finalement, ces conventions vont faire que cette diagonale-là de 1 va être importante, alors que cette diagonale-là de 1 n'a pas cette même importance dans les applications linéaires. Voilà. Autre chose sur les matrices qui va être très récurrent, toujours pareil, si E égale F, et si on met la même base ici à gauche et à droite. Et ben, je prends cette base E, et je vais regarder le sous-espace EK engendré par les 4 premiers éléments de la base, de petit 1 jusqu'à petit EK. Et ben, on a F, attention, donc il est dans L de E dans E, donc c'est un endomorphisme, hein, on appelle ça un endomorphisme de E. Et regardez cette forme, donc ça, on l'écrira comme ça voudra dire que ici on a des éléments, bon, qui peuvent être nuls ou qui peuvent ne pas être nuls, mais en tout cas, on a séparé un endroit, et ici on met un 0, ça veut dire que partout il va y avoir des zéros. Et puis ici on a des choses, voilà. Alors, que nous dit cette matrice? Qu'est-ce qu'elle nous chante là, à avoir cette forme-là? Eh bien, simplement que si elle a cette forme-là, ça veut dire que les éléments EJ de la base J de 1 à K vont, leur image, d'accord, par F, va s'écrire en fonction des éléments de 1 à K. Ça veut dire qu'ils vont être donc tous dans EK. Et si toute une base de EK s'envoie par petit f dans EK, vous comprenez bien que ça veut dire que EK est stable. Donc je l'écris, f de EK inclus dans EK. Alors c'est une inclusion qui peut être stricte, hein, parce que vous pouvez avoir que des zéros ici, et là f est nul. Hein. Mais c'est intéressant de voir ça. Réciproquement, si f de EK, s'il n'y avait pas, je vais le faire par la contraposée, s'il n'y avait pas que des zéros ici, j'aurais un élément non nul. Ça voudrait dire que j'aurais un élément de la base qui ne s'enverrait pas dans EK, puisqu'il sort ici de EK, il y a un élément non nul.
Et donc, je n'aurai pas la stabilité f de k inclus dans le k. Donc, on a une équivalence. Ça valait le coup de le voir. Bon, alors maintenant, on pourrait imaginer que j'ai mis la charrue avant les bœufs, dans le sens que j'ai regardé des matrices d'application linéaire et pas encore des matrices de vecteurs. Oui, mais qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, regardez, qu'est-ce que ça va être la matrice d'un vecteur? Ben, la matrice d'un vecteur, on prend U, un vecteur de E, vous le savez tous, si U s'écrit dans la base EI, des EI ici, somme de UI, EI, donc UI c'est les coordonnées, on l'écrit en colonne, d'accord? Et on va appeler ça la matrice de U dans la base E, d'accord? Pourquoi c'est la même chose en fait? Pourquoi ceci va impliquer cela? Parce qu'il y a une façon naturelle d'assimiler l'espace vectoriel E à l'espace des applications linéaires de K dans E. D'accord? Ben oui, si on prend U, un vecteur de E, alors on peut définir, d'après toujours le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, un F tel que F de 1, donc le 1 de K ici, est égal à U. Et comme 1 est une base du K espace vectoriel K, qui est de dimension 1, alors on en déduit qu'on a un isomorphisme, d'abord que F est bien défini, puisqu'il est défini par l'image d'une base, et il est défini de façon unique. Ici, on a un isomorphisme. Donc en fait, E, c'est rien d'autre que L de K, E. C'est identifiable, complètement identifiable. Et on ne peut pas dire qu'on a fait le choix d'une base, puisque 1, c'est la base canonique de K. Donc, il n'y a pas eu de choix. Voilà. Donc, bah oui, ça veut dire que quand on va regarder ce vecteur comme une application linéaire, on va lui appliquer la matrice, d'accord? On va regarder en quelque sorte, ceci, je vais l'écrire ici, ça, d'accord? C'est la matrice de, alors je vais l'appeler F indice U, d'accord? De F indice U, je pars de mon espace de départ pour la base 1 et la base E pour l'espace d'arrivée, d'accord? Qui est E. Voilà, donc ça, c'est rien d'autre, ce vecteur colonne que vous avez dû voir maintes et maintes fois, c'est rien d'autre que la matrice d'une application linéaire qui est canoniquement associée au vecteur. Voilà. Et maintenant, puisqu'on a fait de K dans E, on va faire de E dans K. Et maintenant, c'est-à-dire L de E dans K, c'est ce qu'on appelle le dual. Donc si phi est dans le dual de E, alors vous savez que à partir du moment où il y a une base E de grand E, eh ben, il y a sa base duale dans E étoile, et phi peut s'écrire de façon unique dans la base duale. D'accord? Oui, je n'ai pas parlé d'unicité ici des écritures, voilà, tout ça. Les AIJ sont uniques, ça c'est bien défini parce que les AIJ sont uniques, etc. etc. Je me rends compte que j'ai oublié de le dire, mais je pense que vous aviez rempli les intervalles. Alors, ici, donc on a phi qui s'écrit de façon unique comme ça. Et donc, ça veut dire maintenant, si on regarde la matrice de phi ici, dans la base E de grand E et dans la base 1 de K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais regarder, donc, faut regarder en colonne. Qu'est-ce qu'on a au début? Ça va être phi de E1. Phi de E1, mais dans la base 1 de K. Ça veut dire phi de E1, si vous regardez phi de E1, vous appliquez E1 là, et d'après la base duale, on va avoir phi 1. C'est-à-dire phi 1 fois 1.
le 1 de K. Donc ici, on met phi1, puisqu'on est dans la base 1 de K. Et ensuite, on aura phi2, etc., phi n. Ce qui va faire en gros, au final, que les matrices de vecteurs vont s'écrire en colonnes, tout est impliqué par ça. Les matrices de vecteurs vont s'écrire en colonnes, naturellement, et les matrices d'éléments du dual vont s'écrire en ligne. C'est naturel, c'est à cause déjà, tout est là, hein, toutes les définitions sont déjà là. Donc maintenant, on va mettre des opérations sur toutes ces matrices afin de rendre compte par le calcul ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la géométrie vectorielle. Voilà. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard.